Bonjour à tous. C'est peut-être de bon augure et il n'y avait pas un nuage ce matin dans le ciel de Paris pour l'ouverture de la conférence au sommet qui réunit un chef d'État, le président Pompidou, et 8 chefs de gouvernement européens. Beaucoup de curieux aux abords de l'ancien hôtel Majestic où se tient la conférence et où siègent d'habitude les Américains et les Vietnamiens également le jeudi. Quant au service d'ordre, il était à la fois imposant et impitoyable envers tous ceux qui n'avaient pas les macarons ou le laissez-passer indispensable. La cérémonie d'ouverture a commencé à 10 heures précises. En voici un résumé filmé, commenté par Léon Zitrone. C'est à 100 mètres de l'Arc de Triomphe que se trouve le centre des conférences internationales. Première délégation à arriver, les Britanniques. Monsieur Heath, Premier ministre, 56 ans, fils d'un charpentier. Depuis 11 ans, il a œuvré pour l'entrée de son grand pays au sein de la CE. Il est ici avec Sir Christopher Soames, ambassadeur à Paris. Il a joué, Monsieur Heath, toute sa carrière politique sur l'européanisation de la Grande-Bretagne. Pour le Luxembourg, Monsieur Pierre Werner, 58 ans, avocat et expert économique de renommée mondiale. Monsieur Werner est favorable à la création de nouveaux organismes, notamment un secrétariat politique. Délégation italienne conduite par M. Andreotti, président du Conseil, et comprenant M. Medici, petite barbiche, ministre des Affaires étrangères, et M. Malagodi, ministre du Trésor. L'Italie insistera sur le développement d'une politique régionale dans le cadre européen, ici à gauche avec une serviette à la main, M. Melfatti di Montetretto, ambassadeur d'Italie à Paris. M. Lynch, Premier ministre d'Irlande, 55 ans, ancien fonctionnaire, avocat, favorable à une politique de libre-échange au sein d'une grande Europe jusqu'à l'Oural. L'Irlande avait voté oui pour la CEE à 67%. Monsieur Brand, 58 ans, fils d'une vendeuse de magasins, prix Nobel de la paix, chancelier d'Allemagne fédérale, accompagné de M. Scheel et de M. Helmut Schmidt. Problème, le marque est si haut coté que l'Allemagne fédérale souffrirait beaucoup du principe de la solidarité. M. Brand, comme toutes les autres personnalités, est accompagné ici par M. Anglès, le nouveau directeur du protocole. M. Jørgensen, le nouveau Premier ministre danois, 50 ans, orphelin à 4 ans, élevé par sa tante ouvrière dans une manufacture de tabac. Bon nombre des chefs de gouvernement des 9 pays sont d'extraction modeste et comprennent donc les problèmes de la vie quotidienne. M. Huyskens, Premier ministre de Belgique, 67 ans, avec M. Harmel, fin diplomate, et un nouveau venu sur la scène internationale, un professeur gantois, M. Vlerink, ministre des Finances, spécialiste du marketing. Les Belges sont parmi les plus chauds partisans de la supranationalité. Voici M. Huyskens qui va entrer dans le petit salon où l'attend M. Schumann et Mme Focke, qui est membre de la délégation allemande. Et voici M. Biesheuvel, 52 ans, Pays-Bas, juriste, spécialiste des questions agricoles, accompagné de M. Schmelzer, son ministre des Affaires étrangères, qui a dit tout récemment « Cette conférence, ce n'est pas un match de football avec un gagnant et un perdant, il s'agit de construire un édifice européen et peu importe qui apporte quelle pierre. » Enfin, voici l'arrivée de M. Pompidou. C'est lui qui a invité les chefs de gouvernement à venir ici à Paris. C'est lui en tant que hôte présidera les séances. En 1969, à La Haye, M. Pompidou leva implicitement le veto français en acceptant l'ouverture de négociations 6 mois plus tard avec les pays candidats. C'est lui qui ouvrira la séance. Je déclare ouverte la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté. Au nom de la France, qu'il me soit permis d'abord de souhaiter la bienvenue à vous tous, messieurs les chefs de gouvernement. Et personne ne s'étonnera que j'ai une pensée particulière pour les premiers ministres du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni qui assistent pour la première fois à cette conférence de la communauté élargie. Leur présence, à côté des 6 membres fondateurs, donne à notre réunion un caractère exceptionnel et par conséquent nous impose des obligations. Nous nous devons, sous peine de décevoir les opinions publiques, prendre un certain nombre de décisions précises et aboutir à un certain nombre de résultats concrets dans le développement de la construction européenne.
nous devons aussi, me semble-t-il, tâcher de tracer les grandes lignes de l'avenir européen, au moins à moyen terme. Je suis convaincu que le contact direct entre nous et la commune volonté qui nous anime nous permettra, en dépit des différences qui peuvent exister sur les méthodes et les moyens, d'aboutir à ces résultats. Puisse la conférence de Paris réaliser ses objectifs et justifier ses espérances, la France tâchera pour sa part d'y contribuer. Et maintenant, messieurs, je me propose de donner la parole à Monsieur le Président du Conseil des ministres des Pays-Bas, dont le pays assure la présidence en exercice au sein de la communauté des 6. Monsieur le Président, les conférences au sommet, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, doivent être les jalons sur le chemin de l'unification de l'Europe. Elles nous forcent à faire le point, à mesurer ce qui nous reste à faire avant d'arriver au but, à préciser nos méthodes de travail. Les impulsions données par la conférence de La Haye en sont un parfait exemple. La présence parmi nous de nos collègues du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni est le plus heureux résultat de cette rencontre. Et si la majorité du peuple norvégien n'a pas encore osé nous rejoindre, peut-être est-ce en partie imputable à certaines faiblesses de nos communautés. Car nous ne devons pas oublier que la vie réelle ne se déroule pas sur les sommets, mais au niveau de l'existence quotidienne des hommes. Si les impulsions émanant d'en haut ne sont pas captées en bas, et partout comprises, tout notre labeur au sommet demeure vain. Autrement dit, si nous ne parvenons pas à faire vivre pour nos peuples l'idée de l'Europe, si nous ne parvenons pas à inspirer la jeune génération comme les pères de la pensée européenne ont su animer la nôtre, nous courons à l'échec malgré nos succès apparents. L'Europe n'est au jeu de beaucoup d'Européens, de trop d'Européens, qu'une communauté d'intérêts. Et une telle communauté n'est rien d'autre que le commun dénominateur de nos intérêts et de nos souhaits particuliers. Mais nos peuples demandent mieux que cela. C'est pourquoi j'espère, Monsieur le Président, que notre conférence parviendra à convaincre l'opinion publique que notre entreprise ne peut réussir dans les domaines politiques, sociaux et économiques que si elle ne se base pas uniquement sur nos intérêts communs. À 10h20, la séance solennelle d'ouverture était terminée, les journalistes et les photographes se sont retirés et les travaux de la conférence au sommet ont pu véritablement commencer. C'est le président Pompidou qui a pris le premier la parole. Dans son discours, il a exposé les vues de la France sur l'avenir de l'Europe. Ensuite, chaque chef de délégation a donné son point de vue. Ce premier débat avait lieu à huis clos, mais nous allons savoir par Patrice Duhamel, qui se trouve dans un studio installé à l'hôtel Majestic, ce qu'il a pu apprendre et notamment faire une analyse du discours du président de la République. Patrice Duhamel. En effet, Claude Guillaumin, comme vous le disiez, comme il l'avait fait à la conférence de La Haye en décembre 1969, le président Pompidou, après son discours d'accueil, a ouvert le feu. Dans une déclaration de 14 pages, concrète, très complète, un véritable discours-programme, il a passé en revue tous les sujets à l'ordre du jour, avec en toile de fond une philosophie: l'Europe ne doit pas être une communauté de marchands, une Europe purement mercantile, l'Europe doit être conçue et réalisée au service des hommes. Puis le chef de l'État aborde tour à tour les questions inscrites à l'ordre du jour. Construction économique. Souci numéro 1, dit M. Pompidou, la lutte contre la hausse des prix. Il faudra donner au ministre des Finances mission de mettre au point un programme d'action concerté. Les 9 États devront pratiquer des politiques économiques et financières concertées et finalement unifiées. Construction monétaire, le Fonds européen de coopération monétaire, créé officiellement à Rome, vous le savez, le 12 septembre dernier, ce fonds monétaire devra être très vite opérationnel, dit M. Pompidou.
il faudra augmenter son approvisionnement, qui est de 2 milliards de dollars environ actuellement. Ce fonds, dit M. Pompidou, devra permettre, et c'est là une nouveauté importante, de mettre en commun une partie des ressources des banques centrales de tous les pays de la communauté élargie. Sur le plan monétaire, ajoute le président Pompidou, l'ère des décisions solitaires doit être considérée comme dépassée. Europe sociale, là encore, une proposition concrète de M. Pompidou. Il propose la mise en place d'une fondation européenne pour l'amélioration des conditions du travail et de la vie. Cet organisme fournirait une base aux études sur l'environnement, sur l'aménagement des horaires de travail, sur les conditions de travail, sur aussi la redéfinition des tâches à l'intérieur de l'entreprise. Politique régionale, la communauté, dit M. Pompidou, doit éliminer ces zones de pauvreté. Mais, ajoute-t-il, les ressources réparties à l'échelon communautaire doivent être insérées dans le cadre des politiques nationales, car, ajoute le chef de l'État, on concevrait mal que l'aide communautaire se substitue à un effort national. Autre chapitre abordé ce matin par le chef de l'État, les relations avec les pays tiers. Avec les États-Unis, dit M. Pompidou, un accord est possible sur le plan commercial et monétaire. L'Europe ne doit ni ne peut se couper des États-Unis. Avec les pays de l'Est, le développement des échanges est un élément de la détente et de la sécurité. Avec les pays en voie de développement, enfin, l'Europe doit accroître ses efforts en faveur des pays pauvres, dit le chef de l'État. Je crois, a-t-il ajouté, que l'Afrique et la Méditerranée doivent garder une place privilégiée. Dernier chapitre abordé au cours de cette allocution de 14 pages, les institutions. La France, dit M. Pompidou, est prête à étudier la création de secrétaires d'État européens au sein de chaque gouvernement si cela ne crée pas de complications supplémentaires. Cette décision, ajoute M. Pompidou, entraînerait tout de suite l'obligation pour les 9 gouvernements de la communauté élargie de tenir leur Conseil des ministres le même jour. Quant au Parlement européen de Strasbourg, il faut, a dit M. Pompidou, renforcer ses pouvoirs, mais le contrôle politique reste l'attribution des parlements nationaux. Après le président Pompidou, dont le discours a retenu l'attention soutenue des 900 journalistes présents ici et des experts également, les 8 autres chefs de délégation présents avenue Kléber ont pris la parole. Ils ont tous insisté sur la nécessité de donner une âme à l'Europe, d'éliminer toute vision mercantile de la communauté, comme l'avait fait également le président Pompidou. Et puis quelques-uns d'entre eux ont également fait des propositions concrètes. Le chancelier Brandt, par exemple. Pour lutter contre l'inflation, il faut, a-t-il dit, endiguer l'expansion, le développement trop fort du crédit. Et sur le plan social, M. Brandt indique qu'il a élaboré un mémorandum qui sera sans doute présenté cet après-midi. De M. Edward Heath, le leader britannique, 2 propositions. 1. Une véritable politique régionale européenne doit prendre effet au plus tard en 1974. 2. Et c'est important, il faut constituer, dit M. Heath, sur le plan industriel des sociétés européennes capables d'affronter sur leur terrain les géants industriels américains. Pour M. Biesheuvel, le Premier ministre des Pays-Bas, renforcer les pouvoirs du Parlement européen n'est pas suffisant. M. Biesheuvel demande que ce Parlement européen soit désormais élu au suffrage universel. Quant à M. Werner, le premier luxembourgeois, il demande sur le plan monétaire, dont il est un expert, il demande des transferts de responsabilités à la communauté pour permettre à l'union monétaire de fonctionner efficacement. Voilà donc pour l'essentiel de cette première réunion de la conférence au sommet des 9 chefs d'État et de gouvernement de l'Europe élargie. Une première réunion qui a surtout, vous l'avez entendu, été marquée par l'allocution du président Pompidou. Cet après-midi, les 9 chefs de délégation vont aborder les problèmes de la construction économique et monétaire d'abord, puis ils ouvriront le dossier social. Hôtel Majestic, 24 heures sur la une. À l'occasion de cette conférence au sommet, l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, a procédé à un sondage. Ce sondage révèle tout d'abord que les Français connaissent toujours assez mal les réalisations du marché commun, mais qu'ils sont plus nombreux à être favorables à l'Europe. 2 résultats à relever dans ce sondage. D'une part, 59% des personnes interrogées seraient d'accord pour un Parlement européen élu au suffrage universel. D'autre part, 49% sont favorables à la formation d'un gouvernement européen responsable de la politique commune. Coïncidence, au moment où s'ouvre... Je m'excuse. Oui. Bon.
On me demande de retourner à l'hôtel Majestic où Jean-François Delassus est en ligne, je pense, pour nous donner une nouvelle information. Jean-François Delassus. Moi, M. Denis Baudouin, qui est le porte-parole de la présidence de la République. M. Baudouin, quelles sont les réactions du côté français sur les discours des autres délégations? Écoutez, je ne peux pas vous dire quelles sont les réactions, puisque vous savez que la séance n'est pas encore terminée. À l'heure actuelle, M. Werner vient de prendre la parole, et ensuite M. Mansholt, au nom de la Commission, terminera l'ensemble des déclarations que les chefs de délégation ont faites ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que le discours du président de la République française, qui a été bien entendu le premier, s'est voulu un discours qui donnait le ton général à cette conférence sur le fonds de coopération monétaire, qui est un problème qui, vous savez, passionne et intéresse profondément la France et les autres pays. Il y a eu aussi la politique régionale, sur laquelle le président s'est longuement expliqué, ainsi que sur l'aspect social, cette Europe sociale qui semble être de voir, d'ailleurs à travers tous les discours que nous venons d'entendre, un des thèmes majeurs de ce sommet européen qui réunit dans le fond la nouvelle Europe, puisque 3 membres nouveaux, dont la Grande-Bretagne, siègent cette fois-ci autour de la table. On peut constater qu'il y a effectivement de nombreux points de convergence. Il y a de nombreux points de convergence. Il y a eu aussi un thème qui a été souligné par plusieurs chefs de délégation, c'est la lutte contre l'inflation, la hausse des prix, si vous voulez, pour parler plus vulgairement, dans l'intérieur de chaque pays de la communauté, et sur ce domaine de l'harmonisation d'une lutte anti-inflationniste, eh bien, nous avons entendu, à travers différents discours, que d'ailleurs les lecteurs trouveront demain dans leurs journaux, des prises de position qui sont tout à fait convergentes. Quelques divergences, par contre, sur le problème des institutions, bien qu'à cet égard, les positions de M. Brandt, Hiss et Pompidou soient assez proches. Il y a des problèmes sur les institutions. C'est vrai, il y a des Européens qui veulent aller plus vite sur le plan des institutions. Il y en a d'autres, comme la France, qui sont plus prudents dans leur marche sur le plan institutionnel. Mais on peut concevoir qu'en général, en effet, il y a, chacun a affirmé ses positions, il y a des nuances, c'est vrai. Nous ne marchons pas tout à fait au même rythme, c'est aussi vrai, mais il y a eu en effet un certain nombre de pays qui sont tout à fait d'accord avec la position française, et les autres pays sont tout prêts aussi à souligner leur finalité, à demander une accélération, mais ne pas en faire, bien entendu, une obligation immédiate. Votre avis, le sommet est parti d'un bon pied. Écoutez, je crois que le là est donné, il est parti d'un bon pied, et surtout, ce qui est frappant, c'est que sur un certain nombre de points, déjà, des précisions dans ces déclarations d'ordre général, des précisions ont déjà été données, elles vont être discutées à partir de cet après-midi, demain matin et demain après-midi, et je pense qu'il devrait sortir de ce sommet un certain nombre, comme l'avait demandé le président de la République française, des décisions concrètes et efficaces. Merci M. Baudouin. À vous les studios de Cognac G. Voilà tout ce que l'on pouvait dire, je crois, à cette mi-journée après la première réunion de cette conférence au sommet à l'Hôtel Majestic à Paris. Les Américains et les Soviétiques ont conclu hier 2 accords qui vont certainement améliorer leurs rapports. Premier accord, les Russes vont rembourser aux Américains l'argent que ceux-ci leur avaient prêté pendant la Première Guerre mondiale. Deuxième accord, Américains et Soviétiques vont accroître leurs échanges commerciaux. La signature de ce double accord est un des résultats obtenus par le président Nixon lors de sa visite à Moscou au mois de mai dernier. Les Américains peuvent se réjouir. Dans quelques mois, ils pourront acheter à un prix plus modique caviar et vodka d'origine. Telle sera l'une des conséquences de l'accord commercial signé hier à Washington. Plus d'1 an de discussions serrées ont été nécessaires. Un grand pas a été franchi lors du voyage de M. Nixon à Moscou. La volonté d'aboutir était d'autant plus sensible chez les Soviétiques qu'ils ont besoin de blé américain. Mais il y avait 2 obstacles. D'une part, les Soviétiques devaient rembourser un prêt accordé par les Américains pendant la dernière guerre mondiale. Le paiement de cette dette sera étalé sur 30 ans. Second problème, l'octroi à l'Union soviétique de tarifs préférentiels pour ses exportations. Le Sénat, qui s'y était opposé à cause du problème juif en Union soviétique, devra donner son accord. Le document signé hier prévoit que les échanges entre les 2 pays atteindront plus de 7 milliards de francs. En dehors du blé et de quelques produits de consommation courante, les Russes s'intéressent essentiellement aux ordinateurs américains, aux équipements pétroliers, aux livraisons d'usines clés en main et aussi et surtout à l'automobile. Les achats américains de l'Union soviétique sont moins variés. Ils ne pourront s'accroître réellement que si les projets d'exploitation en commun du gaz naturel et du pétrole de Sibérie voient enfin le jour.
C'est demain à 4 heures du matin que commence la grève des cheminots. Mais dès ce soir, des perturbations du trafic auront lieu au départ de certaines gares parisiennes. Et si vous avez un train à prendre ce soir, le mieux est de vous renseigner dans les gares avant. Hier, la direction de la SNCF, dans un avis personnel adressé aux 310 000 cheminots, avait proposé aux organisations syndicales d'étudier un programme qui permettrait de concilier les revendications des syndicats et les possibilités de la direction. Mais les syndicats n'en ont pas moins confirmé leur mot d'ordre de grève. Je vous rappelle que cette grève doit durer 26 heures, c'est-à-dire jusqu'à samedi, 6 heures du matin. Une manifestation ce matin à Paris dans le cadre de la semaine d'action organisée par la CGT et la CFDT. De la Bourse du Travail à la gare de l'Est, les retraités CGT ont défilé pour faire connaître leurs revendications. Un reportage de Gilbert Denoyant. Née en 1969, la jeune union des retraites CGT organisait sa première manifestation de masse ce matin. Conduite par messieurs Segui, Benoît Frachon, Krasuki, Briquet du bureau confédéral, les manifestants, venus de toutes les régions de France, se considérant comme les parents pauvres de l'expansion, ont voulu démontrer que les retraités pouvaient eux aussi descendre dans la rue. Demain, une délégation ira déposer à l'Assemblée nationale une motion demandant pas de retraite à moins de 800 francs, retraite globale correspondant à 75% du salaire des 10 meilleures années et une réduction de 50% sur les transports privés et publics. Cette manifestation, qui regrouperait plusieurs milliers de personnes âgées, s'est déroulée sans aucun incident. À vous, Claude Guillaume. Les ventes à primes et les démarchages à domicile vont être très sévèrement réglementés. Les députés ont voté hier 2 textes dans ce sens. Désormais, sont interdites toute vente de produits, toute prestation de services, toutes offres comportant une distribution de coupons primes, de timbres, de bons, de tickets, de vignettes ou autres titres donnant droit à une prime quelconque. En ce qui concerne le démarchage à domicile, le client éventuel aura 7 jours de réflexion pour passer commande ou pour y renoncer. M. Marcel Pellinck est mort ce matin à l'hôpital Tenon à Paris. M. Marcel Pellinck était sénateur radical-socialiste et président de la commission des finances du Sénat. Il avait été rapporteur du budget au Sénat pendant 19 ans. Il était âgé de 75 ans. Les choses ne vont pas toutes seules à Saïgon. M. Henry Kissinger a vu 2 fois aujourd'hui le président Thieu. Le premier entretien a duré 3h30 et si M. Kissinger, que l'on va voir dans quelques instants arrivant à Saïgon hier, est resté très discret comme à son habitude, le président Thieu, par contre, a immédiatement fait diffuser un communiqué pour réaffirmer qu'il n'accepterait jamais un gouvernement à 3 composantes ou toute autre solution politique qui n'aurait pas été approuvé par le peuple sud-vietnamien par la voie démocratique, c'est-à-dire par des élections. Quant au deuxième entretien, il n'est pas encore terminé. Pendant leur conversation, les Américains et les Sud-Vietnamiens pouvaient entendre le bruit du canon. En effet, tandis qu'ils parlaient de paix, les combats faisaient rage à 25 km de Saïgon, 25 km seulement. Les soldats gouvernementaux lancent ici attaque sur attaque pour reprendre le contrôle du village de Som Suoi. Situé à moins de 30 km de Saigon, Som Suoi est aux mains des communistes depuis plusieurs jours. Dans la région saigonaise, les Nord-Vietnamiens et Vietcong manifestent de plus en plus leur présence. Ils opèrent par petits groupes, une dizaine de soldats, évitent les grands affrontements et tentent de s'emparer d'un maximum de terrain. La variété de leurs objectifs mobilise des effectifs gouvernementaux importants et oblige l'aviation sud-vietnamienne à raser les villages pour les reconquérir. À Belfast, en Irlande, c'est la trêve, une trêve que l'on espère pouvoir se prolonger. L'armée britannique et les extrémistes protestants ont conclu un accord pour essayer de ramener le calme à Belfast. L'armée promet d'examiner tous les reproches que les protestants font aux catholiques. Les protestants promettent de calmer l'ardeur de leurs commandos. Il était temps qu'une trêve intervienne. Les images que vous allez voir en témoignent. Il était temps en effet, car les affrontements entre soldats britanniques et extrémistes protestants à Belfast avaient déjà fait 4 morts et des dizaines de blessés. Un bilan bien lourd pour 2 nuits d'émeutes. Tout avait commencé dans la nuit du 16 au 17 octobre, lorsque 2 jeunes protestants avaient été renversés et tués par des engins blindés britanniques. Aussitôt, les extrémistes protestants avaient déclaré la guerre à l'armée.
Bagarres, fusillades, scènes d'émeutes, des tués et beaucoup de blessés. Il était temps qu'une trêve intervienne. Depuis cette nuit, les deux camps affirment que le maximum sera fait pour que le calme revienne. La République populaire du Bangladesh a été officiellement admise ce matin à l'UNESCO par la conférence générale de ces organisations qui tient actuellement sa 17e session à Paris. Si le beau temps qui règne actuellement sur la France fait le bonheur de beaucoup, il n'est pas sans avoir des conséquences néfastes. C'est ainsi que le trafic sur le Rhin est très ralenti. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans le Rhin. Déjà, la navigation ne se fait plus qu'à 1/3 de sa capacité normale à pareille époque, et si ça continue, le trafic sur le Rhin devra même être interrompu avec toutes les conséquences économiques que cela représenterait. Je crois qu'on peut s'attendre à cette époque de l'année, lorsque les réserves de neige sont faibles dans les Alpes, parce qu'on se trouve en présence d'une période de basse eau sur le Rhin, surtout si le début d'automne est sec. Ce qui est exceptionnel, par contre, c'est d'avoir 2 années consécutives d'eau aussi basse qu'en 71 et 72. Depuis 1920, on a connu 2 années, 21 et 49, qui ont été très défavorables, mais en fait, on n'a pas connu de période de 2 années successives aussi sèches. Et c'est là que se situe la principale difficulté à laquelle se heurtent les armements rhénans, d'autant qu'ils avaient connu pendant 6 ans auparavant, de 65 à 70, des années extrêmement favorables, et en particulier l'année 70. Le contraste est donc particulièrement désagréable. Quelle sera l'évolution au cours des prochains mois ? Si vous voulez, actuellement, le niveau à Strasbourg est à peu près le même que l'année dernière à la même époque, et le niveau du lac de Constance également, qui n'est pas particulièrement bas. Par conséquent, si les conditions météorologiques se dégradent, ce qui ne ferait pas forcément l'affaire de tout le monde, on peut espérer retrouver assez rapidement des conditions de navigation à peu près convenables. Devant une telle situation, quelle est la réaction des armements ? Les armements subissent naturellement une situation extrêmement lourde de conséquences pour eux, et néanmoins ils y font face avec une efficacité remarquable, et notamment l'armement français, la compagnie française de navigation rhénane, si l'on songe que malgré cette situation, elle maintient actuellement les tonnages des programmes d'importation de charbon à la remonte sur Strasbourg. Voler de ses propres ailes, au sens propre du terme, est un sport qui depuis quelque temps fait de plus en plus d'adeptes. C'est ainsi par exemple qu'en Australie et aux États-Unis, le cerf-volant humain est très pratiqué. En France, près de Lyon, 2 amateurs se sont également lancés dans l'aventure. Vous allez voir. Icare, héros de la mythologie grecque, s'était évadé du labyrinthe de Minos grâce à des ailes fixées sur ses épaules avec de la cire. Serge Cardot et Gaby Chaise, eux, se tiennent bien fixement amarrés à l'armature de leur cerf-volant. Ainsi, ce qui était salut devient plaisir, car c'est émerveillement que de se sentir le seul jouet de l'air. Ils ne peuvent dépasser 300 mètres pour des raisons de sécurité de la navigation aérienne. Mais déjà pour le printemps, ils pensent remplacer la voiture qui les tracte au décollage par un avion. Et ainsi, équipés de bouteilles d'oxygène et de parachutes, ils pourront atteindre 4000 mètres d'altitude. Grisé par les airs, Icare lui aussi s'est levé toujours, mais il s'est approché trop près du soleil. La cire a fondu et ses ailes tombèrent. Mais la mythologie grecque, il est vrai, ne connaissait pas encore le parachute. Revenons sur Terre pour aller à la bourse. Nous allons savoir avec Michel Tardieu quelle est la tendance aujourd'hui. Michel Tardieu. Eh bien Claude, la bourse ne battra pas de record d'altitude aujourd'hui. Le marché fait juste que se tenir. L'indice de 13 heures calculé par la charge Capelier donne un léger progrès pour l'ensemble des valeurs, mais vous le verrez, les écarts ne sont pas considérables. D'une façon générale, les boursiers attendent un petit peu de voir comment se déroule le sommet européen d'une part, et d'autre part de voir comment se déroule aussi la grève de la SNCF. Sur la santé de l'économie, ils ne sont pas inquiets puisque toutes les enquêtes de conjoncture le montrent, et la plus récente est celle de la Banque de France. D'une façon générale, tous les patrons croient que l'activité va rester soutenue jusqu'au début de l'année prochaine. Ce qui inquiéterait plutôt les chefs d'entreprise, c'est la diminution de leur marge bénéficiaire en raison d'une part de la progression des salaires et donc de l'augmentation des coûts, et d'autre part en raison de la productivité qui ne suivrait pas suffisamment. Il souligne d'ailleurs à ce propos que les investissements sont un petit peu en retard.
Parmi les présidents qui ont justement ce genre de soucis, il y a M. Baumgartner, le président de Rhône-Poulenc, qui a annoncé hier que sa société avait des résultats bénéficiaires en légère baisse en raison précisément de l'augmentation des charges. Rhône-Poulenc a augmenté son chiffre d'affaires au premier semestre de 8,53%, mais les bénéfices ont baissé, eux, de près de 20%, et c'est ce qui explique pourquoi Rhône-Poulenc a baissé aussi à la bourse. Un autre président, lui, est plus satisfait, c'est M. Kaplan, le président du Suez. Il a commenté hier la marge de sa société et il a souligné l'augmentation du résultat d'exploitation pour l'exercice 72 qui devrait atteindre, à son avis, 20% environ. C'est-à-dire que cette augmentation serait supérieure à l'augmentation de capital réalisée à l'occasion de la fusion avec l'Union financière et minière. Le bénéfice net devrait pour sa part augmenter cette année de 10%. M. Kaplan s'est félicité des accords intervenus dans l'affaire de la paternelle. Il a souligné que son groupe contrôlait bien la Banque de l'Indochine avec près de 50% du capital. Banque de l'Indochine qui, vous l'avez vu, est en progrès à la bourse depuis 2 jours. Et enfin, M. Kaplan a également donné une information. Son groupe va prendre un intérêt de l'ordre de 10 à 20%, la marge est assez large, dans le groupe Béguin, ce qui permettrait au Suez d'augmenter ses intérêts dans le sucre et la papeterie. Vous voyez quelques baisses. On vous a passé tout à l'heure les valeurs alimentaires. Vous avez vu que le groupe Le Sieur ne bouge pas beaucoup, la financière Le Sieur ne bouge pas beaucoup. Vous savez que cette société actuellement connaît une certaine bagarre entre un groupe qui comprend Unipol et les compagnies d'assurance Le Monde et la société de banque et de participation qui ont pris 34% du capital de Le Sieur, et d'autre part la famille Le Sieur, M. Michel Le Sieur, qui lui entend rester maître chez lui et voudrait éviter que ce groupe qui détient 34% puisse prendre une responsabilité dans la gestion de l'entreprise. Pour terminer, je voudrais rappeler à tous les porteurs de titres des pays de l'Est que les États-Unis ont obtenu un accord avec la Pologne pour une indemnisation au moins partielle des Américains qui détiennent des titres polonais achetés avant la guerre. Un bon espoir pour les porteurs de titres russes. Ici la Bourse de Paris, à vous Claude Guillaumin. C'est un écrivain allemand qui, cette année, reçoit le prix Nobel de littérature. Je viens d'apprendre en effet à l'instant que l'Académie suédoise avait décerné le prix Nobel de littérature pour 1972 à l'écrivain allemand Heinrich Böll. Heinrich Böll était d'ailleurs l'un des favoris de ce prix avec son compatriote Günter Grass et le français André Malraux. Mais c'est lui qui a été récompensé pour l'ensemble de ses ouvrages, une vingtaine de volumes environ, dont plusieurs avaient déjà été primés. J'ai devant moi quelques-uns de ses livres, notamment Les Deux Sacrements, La Grimace et Le Pain des jeunes années. Sur cette dernière information se termine notre journal de la mi-journée. Merci de votre attention. Bon après-midi.